Travailleuse, travailleur. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à toutes et à celles et ceux, mesdames, mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. Nous sommes de retour pour la 6e fois. Nous tenons bon malgré la chaleur étouffante de notre studio improvisé. Comment vas-tu, mon cher Seb ? Écoute, ça va très bien. Un peu sous le choc thermique, mais je tiens bon. J'ai ouvert ma chemise grand et je suis là, fidèle au poste. Je peux témoigner, heureusement que nous faisons de la radio. Bon, alors, on va parler de quoi exactement ? Tu veux nous parler de quoi cette semaine, Louis-Marie ? On va parler évidemment des canicules qui s'emballent. Moi, je vais évoquer Dominique de Villepin, qui ne fait pas dans la dentelle. Je parlerai également de cinéma français et on verra qu'effectivement, la canicule, c'est nul. Et on va commencer tout de suite, je pense, sans plus attendre, avec notre revue de presse. C'est mal les Français. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu Tonton Béraud. Alors, Louis-Marie, qu'as-tu repéré cette semaine ? Une affaire édifiante et symbolique et symptomatique de notre beau pays de la France potemkine. Ça se passe, alors c'est la Dépêche qui nous informe, qui nous relate l'histoire, ça se passe dans un joli petit village du nom de Mauvezin sur Guppy. Alors voici l'histoire, c'est un jeune homme de 18 ans qui est fils et petit-fils d'agriculteurs et dont les grands-parents sont très endettés sur leur exploitation familiale et vieillissants et physiquement dans l'impossibilité de continuer leur labeur et il a pris la décision de racheter la ferme de ses grands-parents aux enchères et pour cela il est aidé par la chambre de l'agriculture et tout se déroule, alors il arrive à trouver environ 10 000 € pour racheter la ferme et puis aussi solder les dettes des grands-parents. Et tout se déroule bien. Alors c'est un Marmandais, donc voilà, c'est Lot-et-Garonne, pour reprendre, voilà, Mauvezin sur Guppy, c'est dans le Lot-et-Garonne. Et tout va bien, la vente est conclue, sauf qu'il y a un délai d'une dizaine de jours pendant lequel n'importe qui peut surenchérir à nouveau. Et devine quoi, c'est un retraité, un ancien commerçant retraité de 79 ans qui a mis du pognon sur la table et qui a raflé la mise. Alors, le méchant. Le méchant. Et rappelons que la classe d'âge qui a le plus d'épargne, ce sont eux, les boomers. Et donc, ce retraité de 79 ans va priver ce jeune homme de 18 ans d'une possibilité de travail et surtout d'entrer dans la vie. Je m'interroge juste pour savoir comment ça se fait que cette histoire soit remontée dans les médias, en fait. Comment ça se fait qu'on en a entendu parler ? Alors, c'est remonté dans la PQR, c'est la Dépêche. J'en avais entendu parler aussi, je trouve ça fou parce que c'est peut-être à mettre en relation avec la remontée aussi très violente du hashtag Nicolas Quipet. C'est possible. Certainement, c'est dans l'air du temps, là, on commence. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, en tous les cas, sur les réseaux. Parce que là, cette histoire, elle est tellement symbolique. Oui, écoute, donc là c'est mort pour lui, ça a été c'est acté. Alors non, parce qu'il y a une mobilisation. Apparemment, ça a l'air de. Ils ont ouvert une cagnotte. D'accord. Alors évidemment, si officiellement la vente est conclue, certainement c'est mort pour lui. Mais vraisemblablement que l'aspect médiatique de la chose pourrait l'en sortir. En tous les cas, on lui souhaite de pouvoir reprendre la ferme de ses grands-parents, rappelons-le, de solder les dettes de ses grands-parents et de devenir ce qu'il veut devenir, c'est-à-dire agriculteur et non pas tenancier de résidence secondaire pour vieux boomers surfriqués. mais ne ferais-tu pas du jeunisme ? Ou au moins du proto-fascisme. Écoute, nous essaierons de suivre cette histoire au cours de l'été. Moi, je vais revenir, je vais commencer ma revue de presse. Petite nouvelle de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, je ne sais même plus ce qu'il est, il affiche pas très bien son rôle exact, est-ce qu'il est président, chef de secte, parce qu'il n'a pas de mandat, il n'est plus rien, mais en même temps il est au centre du game, donc je ne comprends pas très bien, mais bon bref. Là on apprend de sa bouche dans une interview qu'il parlait arabe chez lui quand il était enfant, je te passe l'extrait. La pratique de quelque langue que ce soit a disparu pour moi, je n'ai plus parlé espagnol, je n'ai plus parlé arabe. J'ai récupéré l'espagnol dans la participation aux luttes de l'Amérique latine et je n'ai jamais récupéré l'arabe, ce qui pour moi est
une petite gêne, une petite honte, car mon père parlait l'arabe, ma grand-mère parlait l'arabe, tout le monde parlait l'arabe à la maison. Et maintenant, eh bien, ma sœur aînée et moi ne le parlons pas, ce qui nous fait une petite honte à tous les deux, parce qu'on aimerait bien le parler. Bon, alors, on voit bien la tentative, une fois de plus, de séduction, de tapinage, de... Bon, je n'ai même plus de mots, il n'y a plus assez de mots dans le dictionnaire, mais ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon fait croire que c'est un enfant du pays, que bon, alors on va remettre les choses en place. Mélenchon, il est enfant de fonctionnaire détaché, et s'il parlait à l'arabe à la maison, c'était pour s'adresser aux domestiques. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de... À ce niveau-là, c'est du tapin artistique. Bon, tapinage artistique. Voilà, je veux dire, bon, c'est pas du tout, c'est pas un enfant de l'ergue rocailleux ou je ne sais quoi, ou du bled, ou non, c'est même pas un pied noir, c'est vraiment quelqu'un qui est né... c'est pas un harki non plus. Voilà, donc bon... voilà, c'est rigolo. Alors, moi, j'ai entendu également, à propos de cette petite interview, la réaction de Julien Drey sur... alors, c'était, je crois, sur le plateau de CNews. J'essaie de vous passer ça. Vas-y, je t'enchaîne. Oui, pendant que tu la cherches. Alors, moi, j'ai une nouvelle, mais qui me réjouit, tu n'imagines pas. Aurore Bergé, sur CNews, a déclaré que concernant les présidentielles de 2027, elle ne fermait pas la porte. Moi, je veux bien que Aurore Bergé nous disent de quelle porte il s'agit. Elle n'exclut pas une éventuelle candidature. Bon, on est loin, il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Oui, de toute façon, c'est la période, hein, c'est que tout le monde... Voilà, tout le monde y va, bon, Dominique... Il faut bien savoir que... Ruffin aussi, j'ai vu. Il faut oui, bien savoir, on va en parler, ouais. Il faut bien savoir, il faut bien vous mettre dans la tête, pour avoir j'ai pas mal fréquenté les politiques à tous les niveaux, ils ont un point commun, mais tous, hein, tous et toutes même, hein, c'est même féminin. Hein. Ils ne le disent pas, mais ils rêvent tous d'être président. Voilà. Ils ne font ça que pour ça, quoi. Et tout le reste. C'est une classe d'is no good. Ils veulent tous être voilà, calife à la place du calife. Les vrais humains en politique qui œuvrent pour le bien de la collectivité, qui font des choses pour leur entourage et pour le bien commun. Ils sont maires et ils démissionnent au bout de 3 ans parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis, oui, c'est des gens qui sont souvent qui prennent ça à cœur et qui sortent souvent de ça broyés, mais c'est aussi beaucoup de gens dont on n'entend pas du tout parler, en fait. Donc, je crois que quelqu'un de compétent qui comprend bien comment fonctionnent les institutions voit tout de suite que le pouvoir, d'une part, n'est plus à l'Élysée, mais il est à Bruxelles. Oui, donc, s'il est compétent, il sait qu'il ne pourra rien faire. Donc, les gens compétents ne font pas de politique et les gens qui font de la politique sont incompétents. Tu prêchais la bonne parole. J'ai retrouvé l'extrait de Julien Drey dont j'avais des questions. On l'écoute, hein, je l'ai un peu perdu en mémoire. Je l'ai un peu perdu de... En ce sens-là, si vous me permettez, Jean-Luc Mélenchon retrouve son enfance. Non mais Mathilde Panot ne croit pas. C'est-à-dire que quand il est, si vous me permettez, quand il est gosse, il n'est pas du tout l'ami. Il passe son temps à persécuter les petits juifs dans la classe parce qu'ils disent ils revendiquent l'idée que ce sont des assassins de Jésus. C'est ça. J'ai les témoignages. Ça, il vous l'a raconté ou... J'ai les témoignages de ses copains de classe qui sont venus me voir. Je ne le savais même pas, je l'ai découvert. Voilà. Alors là, s'en est suivi un blanc sur le plateau de CNews. Je tombais de ça. J'allumais la télé, je tombais là-dessus l'autre jour. Et je me suis dit, putain, Mélenchon va sortir, va attaquer en fait. Il va y avoir une diffamation, il va y avoir quelque chose. Rien. Ça fait une semaine, il ne s'est rien passé. Donc, chaos technique. Donc, je sais pas si... Je pense que Julien Drey ne ment pas. Maintenant, il peut être manipulé lui-même, hein, parce qu'on a passé des oui-dire, des machins, mais toujours est-il que Mélenchon n'a pas rétorqué, n'a pas attaqué en diffamation. Bon, on pose ça là, on va organiser le suivi. Hein. On va organiser le suivi. Alors moi, j'ai une nouvelle, hein, parce que après Aurore Bergé, j'ai Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, fort bien logée dans un hôtel particulier, lequel hôtel est équipé, c'est-à-dire cuisinier, serviteur, tout ce qu'il faut, et qui tweet, enfin son community manager tweet, des efforts importants, équitables et partagés, sans renoncer à lancer des réformes structurelles et sans obérer la croissance. L'heure est à la préparation du budget. Pas de la censure sur le budget. Hein, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle estime, Yaël Braun-Pivet, tout comme François Bayrou, qu'il va falloir qu'on se serre un peu plus la ceinture. Hein, nous, on se la serre et eux, ils se la servent, la ceinture. Oh, c'est beau, c'est joli. C'est beau. Hein, donc, ces gens-là, donc c'est un peu l'idée, là, le nouveau tabou qu'il s'agit de faire tomber, c'est celui de la hausse des impôts. Un tabou, moi, je ne le connaissais pas. Et en réponse à ça, il
y a notre ami Cyr Dumem, que tu connais peut-être, qui a une expression qui est très jolie. Alors, concernant une éventuelle hausse des impôts, il dit « ce sera la plume sur le dos du chameau trop chargé ». Il estime que le système, les institutions et le système social et économique de notre pays, celui de la Ve République, c'est le fait de détourner des tombereaux de pognon vers le passé. Je trouve ça très très bien dit, en fait, de détourner de l'argent vers le passé. On obère, pour reprendre le verbe de Yael Braun-Pivet, on obère l'avenir des enfants pour entretenir leur passé. Bah, écoute, voilà. Ouais, bah, écoute, je vais rester dans ma veine éléphistophobe. Éléphistophobe. C'est Rima Hassan, Rima Hassan, donc en croisière de dégraissage social chez nos amis d'Orpi Immobilier. Dieu sait que je les aime, ces gens-là. Bon, bref, je vous passe le petit extrait. Donc, c'est Rima Hassan qui se balade tranquillement avec son smartphone ouvert en mode vidéo devant une agence Orpi et qui se fait alpaguer par le tenancier de l'agence. Amisraël Rai, on va te la brûler ta Palestine. Amisraël Rai. Amisraël Rai. Amisraël Rai. Super. Mais vous n'êtes pas en Israël ici. 500 bateaux, vous êtes pas en Israël. Députée européenne de quoi? T'as payé quoi? Donc voilà, je résume, un drama chez LFI, on a osé leur parler hébreu en pleine rue. Rendez-vous compte, on n'est plus chez nous. Que voilà, tout le monde a entendu parler de cette petite... Oui, parce que la conclusion, c'est que Orpi a orchestré une magnifique manœuvre de communication complètement pétée. J'y viens, parce que bon, lui dit on va la brûler ta Palestine, et il y a une autre personne de l'agence, j'imagine, qui dit Israël Aïe. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est pas malin, ce machin. Bon, mais ça reste comme pour moi du domaine de l'engueulade, on va dire privée, comme j'en vois malheureusement beaucoup. J'en ai vu une l'autre jour dans une brocante à Paris et c'était autrement plus violent que ça. Sauf que c'est Rima Hassan et nous sommes au XXIe siècle et il y a des téléphones portables qui permettent de médiatiser ce genre de choses qui devraient rester privées. Voilà, mais Rima, elle n'aime pas se faire interpeller. Elle aime bien faire le troll, mais elle n'aime pas que ce soit... Alors on peut se demander même si, dans quelle mesure elle n'a pas provoqué l'incident, mais bon, voilà, toujours est-il, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est que... T'as pas le droit de dire ça, je te crois, moi. Rima, je te crois. Voilà, toujours est-il que pour cette personne de gauche, donc députée de gauche qui est supposée défendre les salariés, elle en a appelé à la direction d'Orpi pour qu'elle licencie sur le champ cet Israélite outrecuidant. Ce que la direction a fait avec un fier communiqué à l'appui en moins de 2 heures. On peut imaginer que c'est un calcul commercial. Chez Orpi, ils savent que le marché de l'immobilier en ce moment est très tendu. Je vous renvoie ça me semble une très mauvaise communication. Et qu'on a encore besoin de pauvres qui s'endettent. Et c'est pas le moment de se mettre à dos le 9-3. Bon, faut dire aussi que dans cette manœuvre, ça fait boule de neige, sa vidéo. Donc ça a été tout de suite repris par les grands humanistes Antifa, appelant à la chasse au monsieur, en le nommant sur les réseaux. C'est comme ça que j'ai appris qui est son nom. On notera l'ironie de la situation des antifascistes pro-anonymat et contre Elon Musk qui appelle à la chasse aux juifs sur Twitter. Daniel Cordier et George Orwell doivent se retourner dans leur tombe. Bref, le soir même, une boutique Orpi était fièrement incendiée, filmée sur Snapchat avec emoji Palestine vaincra. Et Rima qui déclarait en première instance que c'était une vidéo produite par l'IA. Eh oui, mais on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand elle évolue en toute impunité médiatique, juridique et politique. Bon, alors on va quand même rappeler à la supposée gauche du travail, on ne licencie pas dans la journée dans le droit français. Il faut une convocation formelle, un entretien préalable, c'est l'article L1232 alinéa 2, et surtout pas de décision prise avant, sinon c'est une procédure illégale. Donc on souhaite bonne chance à Orpi au prud'homme. Non, d'ailleurs on leur souhaite bien se faire baiser la gueule avec une bonne grosse sanction financière dans la tronche. Puis une petite crise immobilière. Voilà, donc ce total mépris du droit social de la part de la France Insoumise fait écho avec l'enquête du magazine Frontières Plus qui a passé au crible de l'IA, justement. 40 000 tweets des assistants parlementaires et collaborateurs de la France Insoumise, et c'est un carnage. Alors je vous laisse voir sur le site, c'est assez accablant. Alors le plus rigolo, c'est l'analyse des tweets de Rima Hassan. Elle a fait 2700 tweets entre juin 23 et février 2025. Sur ces 2700 tweets, 75% sont consacrés au conflit israélo-palestinien. Et devine combien de tweets sont consacrés aux problématiques sociales et économiques et des problématiques du travail. Je dirais 3-4%. C'est 4 fois moins, c'est 1%. Rappelons qu'elle est élue européenne, que la Palestine n'est pas encore en Europe, ni Israël d'ailleurs. Oui, c'est la stratégie de l'agitation permanente de LFI. Alors d'ailleurs, moi, en parlant de l'agitation permanente de LFI, j'en ai une autre. J'ai ma chouchoute que tu connais bien, c'est Manon. Manon. Et Manon qui, après avoir été tancée de son petit poing rageur, l'ombrageux Orban,
a été en Pologne faire de l'exercice illégal de la profession de pharmacien, puisqu'elle a été distribuer des pilules, enfin elle a ramené dans ses bagages des pilules abortives et autres pilules contraceptives. Et donc elle tweet: émue de retrouver Justina, alors excusez-moi, Widrinska et Natalia Broniarczyk qui gèrent le centre IVG abotak.org à Varsovie. 2 militantes féministes extrêmement courageuses qui risquent tout pour aider les femmes à avorter malgré l'interdiction. Donc elles risquent tout, c'est pour ça que Manon colle 2 photos de ces nanas et leur nom. Tellement elles sont courageuses, il s'agirait bien de dire qui elles sont, où elles sont. À croire que ça doit pas être si grave que ça, ou alors elle est complètement fêlée du bulbe, monsieur. Oui, c'est un Manon. Il y en a plusieurs comme ça à la France Insoumise. Alors c'est notamment chez les filles, excusez-moi mesdames, mais je m'interroge quand même. Je m'interroge sur leur mise en orbite médiatique et même politique, parce que vraiment je comprends pas en fait. Je comprends pas comment Manon Aubry est là où elle est, en fait. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Autant un Sébastien Delogu, je peux encore l'expliquer. Manon Aubry, je ne l'explique pas. Je ne comprends pas. C'est pas possible. Il y a une cooptation, ça la dépasse, c'est pas possible. C'est parce que pour moi, c'est Fernandel dans le Spoons. Non mais vraiment, c'est ça. Elle est de ces personnes dont on dit qu'elle est gentille. Total aparté. Alors, tu parlais de Frontières et de son travail sur les tweets de l'IA. Je rebondis à partir de Frontières, dont le rédac-chef Éric Ténier annonce qu'ils ont un problème qui est très courant dans la fachosphère, c'est qu'ils se font jeter de toutes les banques. Sans raison. Alors, la journaliste de TVL donnait une interview chez Alexis Poulain et disait la même chose. TVL, la banque leur a dit: on ne veut plus de vous. C'est même pas fachosphère. Je pense que c'est tout ce qui est voix dissidente qui peut porter préjudice d'une façon ou d'une autre à l'approche d'élections. Donc là, on est dans une période, il y a les municipales, potentiellement une législative anticipée qui arrive, mais il y a la présidentielle. C'est la mère de toutes les batailles, pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, tout le monde veut être là. Ça s'agite déjà en coulisses pour en fait foutre des bâtons dans les roues potentiels dissidents et surtout à leur relais. On en rigolait, machin, les médias alternatifs vont faire les élections et tout, mais enfin en gros c'est quand même un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. L'élection de Trump, elle a été gagnée contre l'intelligentsia et les principaux médias, et t'as des podcasteurs, des blogueurs, enfin c'était beaucoup au départ des podcasts, c'est devenu de la vidéo, mais comme Joe Rogan ou voilà, c'est Tucker Carlson Carlson, Candace Owens, qui ont, il y en a d'autres, plein qu'on connaît moins ici, qui ont des audiences de c'est en millions. Oui, c'est en millions, c'est en dizaines de millions, voire en centaines de millions. C'est des gens qui ont bien plus d'audience maintenant que ne l'ont les chaînes d'information comme CNN ou tu vois, c'est intéressant de voir que la journaliste de TVL et puis le rédac-chef de Frontières qui disent, voilà, du jour au lendemain, la banque dit, de toute façon, ça n'est qu'un contrat, vous et moi, et on met fin au contrat. Oui, non, ciao. Les banques ont tous les droits dans ce pays. Ouais. Bien sûr, il faut pas être naïf. Surtout qu'en plus, en France, ça ne pourrait pas arriver aux États-Unis, ça n'arriverait pas de cette façon, parce que en fait, en France, on considère qu'on est encore dans cette logique où on considère que les mots sont coupables. Oui, plus que les faits, presque. C'est-à-dire que tu peux être coupable de dire des choses. T'as le droit de les penser, t'as pas le droit de les dire. Hallucinant. On est soi-disant attaché à la liberté d'expression et tout, c'est complètement faux. On accepte totalement, on l'a vu pendant le Covid, on accepte totalement la censure, des mesures de justice contre l'expression de certaines opinions divergentes. Et je sais pas si tu te souviens, c'était dans les années 70 où Noam Chomsky, alors Noam Chomsky, je rappelle, c'est un linguiste, c'est aussi quelqu'un qui a un très gros bagage mathématique, qui a formalisé les langages naturels et qui est devenu aussi un analyste des médias. Ce pourquoi il est le plus connu, c'est La Fabrique du consentement, qui a été un livre et qui a été un film. Et dans les années 70, il s'est pris une volée de bois vert en France parce que il avait écrit, alors il n'a pas préfacé au sens premier du terme, il a écrit un avant-propos à un livre de Faurisson, donc le négationniste. Et son avant-propos, moi j'ai eu l'occasion de le lire, l'avant-propos, parce que Faurisson ça m'intéresse pas, et son avant-propos était de dire je n'ai pas lu le livre de Faurisson, ça ne m'intéresse pas de le lire, je comprends vaguement de quoi ça parle, je suis pas d'accord, mais plus que mon désaccord, je tiens à ce que Faurisson a le droit de le dire.
Et en France, cette position-là, à l'époque où il a préfacé le livre de Faurisson, c'est très très mal passé, et même je crois qu'encore on lui reproche. Ah, mais de toute façon, en France, les phrases peuvent te coller à la peau toute une vie, alors que bon, tu peux agresser quelqu'un, t'as le droit au pardon, quoi. C'est ça qui est hallucinant. Les actes ont moins d'importance que les mots. Et inversement, certaines personnes, une fois qu'elles sont cataloguées à partir de leurs mots, elles sont estampillées. C'est définitif. C'est définitif, et ce qui fait que même s'ils prononcent quelque chose qui a, on va dire, de normal, ou tu vois, le messager devient plus important que le message. Ou s'ils font. Ah tiens, tu parlais de mots, j'en ai un pour toi. Sais-tu ce qu'est l'apopatodiapulatophobie ? C'est la peur d'être constipé. Putain, on fait chier quand même. Alors, à propos de constipé, moi j'ai une petite brève sur Dominique de Villepin, dont la passion pour rouler les Français, c'est plus qu'une passion, c'est un sacerdoce. Et donc je reviens sur ce petit extrait là qui a circulé sur les réseaux de l'émission, je crois que c'est Complément d'enquête. Donc là c'est une interview d'une enquête sur la privatisation des autoroutes français. À l'époque où Dominique de Villepin était Premier ministre. Et donc responsable. Et donc on lui demande pourquoi privatiser les... Alors je refais un peu l'historique des autoroutes. Bon, ce sont des investissements qui ont tous été majoritairement faits dans les années 50-60, qui ont coûté cher, mais ce sont des investissements donc, qui ont été amortis, et, enfin en tout cas progressivement remboursés avec des péages. Vous payez pour emprunter ces autoroutes depuis... ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, vous ne payez pas pour prendre les autoroutes. En France, on paye, mais pour les rembourser. Et il s'avère qu'on arrivait à peu près tous à terme de leur remboursement, en fait, et qu'ils allaient commencer, qu'ils étaient rentabilisés et qu'ils allaient pouvoir même devenir éventuellement soit gratuits, soit bénéficiaires. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils ont été cédés, des concessions ont été cédées au privé. Et donc les journalistes de France 2 interrogent Dominique de Villepin, sur cette bizarre transaction, l'opportunité de la faire à ce moment-là. Cet endettement. Et nous avons réussi à le faire. Et c'est là où il faut prendre en compte le choix stratégique et le bilan qui est celui de mon gouvernement. C'est que nous avons réussi à diminuer la dette de 2,8 points de PIB. On a vendu les bijoux de famille, c'est-à-dire qu'on a vendu le bien du peuple pour pouvoir se désendetter un poil. C'est ce qu'on appelle la nationalisation de la dette et la privatisation des bénéfices, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous payé pour générer un marché dont des acteurs privés, des multinationales, Vinci et compagnie, vont bénéficier sur des concessions qui durent 30, 40, 50 ans. Et vous paierez un tarif assez conséquent. Et un droit de passage quasi à vie. C'est l'octroi. Alors d'ailleurs, tu parles de dette... Attends, j'avais pas fini. J'avais pas fini parce que donc la journaliste insiste et puis lui il sort son argument, sa carte, son atout, et il sort ceci. Est-ce que c'est la vocation de l'État de gérer les autoroutes ? Prenons la situation d'aujourd'hui. Que dirait-on si l'État avait à se préoccuper aujourd'hui de la gestion des aires d'autoroute, de la mise en place des bornes pour les voitures électriques ? Son argument, l'État ne peut pas s'occuper de tout. Ah bon ? Alors j'ai l'impression, moi au contraire, que l'État il se mêle de beaucoup trop de choses en permanence. Je vous rappelle que l'État vous faisait signer un papier pour vous faire pisser votre chien entre 18h et 19h il n'y a pas 5 ans. L'État vous dit combien de fois il faut laver vos slips. Voilà, bientôt il faudra un permis pour aller chier et une carte d'identité pour publier une photo de son chat sur Facebook. Il faudrait savoir, ou bien il s'occupe de tout, ou bien il nous lâche le slip, quoi. Donc à mon avis, parce que là je pense que, bon je sais pas si le journaliste a creusé, mais c'est tellement énorme comme ficelle, moi je suis certain que si on creuse un peu, on va vite trouver au bout de chaque contrat de concession à des acteurs privés, on va trouver des intérêts, des bons amis et des rétrocommissions. Et presque, j'ai envie de dire, j'espère que c'est ça. Parce que vraiment, si c'est vraiment, il pense vraiment ce qu'il dit, comment tu veux qu'on s'en sorte financièrement avec des connards pareils ? Je veux dire, c'est une erreur de gestion monumentale. C'est comme Sarkozy qui vend tout le stock d'or au plus bas du cours. Donc, oui, il y avait ça aussi. Mais je crois que ça va être une émission. Je rappelle qu'on prépare chacun dans notre coin l'émission et puis ensuite on découvre un peu la thématique. Et je crois que la thématique, ça va être est-ce qu'on ne se payerait pas notre dette ? Enfin, parce que moi, le tweet dont je voulais te parler, c'est un petit extrait du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Alors, c'est 139 pages avec les annexes, c'est tout petit pour la Cour des comptes, 139 pages. Et qui dit, alors je vous donne quelques chiffres.
La dépense publique totale a augmenté entre 2023 et 2024 de 3,9% en valeur et 1,7% en volume. Hein, ça, c'est aussi l'inflation. Alors, donc ça a augmenté là, depuis l'année dernière. La dépense publique hors mesures exceptionnelles et hors charge d'intérêt, parce qu'on pourrait aussi parler du service de la dette, a augmenté de 4,8% en valeur. Les dépenses de masse salariale ont augmenté de 4,6% en valeur. Les prélèvements obligatoires ont progressé, mais alors modérément. Hein, là, on est passé de 29,5 milliards d'euros à 3,6 milliards d'euros. Le taux de prélèvement obligatoire reste quand même le plus élevé de la zone euro, puisqu'on est à 43,9 points de PIB et 39,2 en Allemagne. On doit arriver à faire plus fort, alors j'allais dire les Danois, mais les Danois ne sont pas dans la zone euro. Le déficit public atteint des records, alors on est à 5,8 points de PIB, c'est-à-dire plus 0,4. Et la France est désormais, donc la Cour des comptes dit, la France est désormais l'État de la zone euro qui affiche le déficit le plus important en 2024. Hein. On est les champions. Nous sommes le seul pays qui, dans un contexte inflationniste, a réussi à augmenter son ratio dette sur PIB, enfin d'avoir... parce que quand il y a de l'inflation, finalement, la dette diminue. Oui, c'est vrai. Hein? C'est l'avantage, c'est le seul avantage. C'est l'avantage de l'inflation. La Grèce, le Portugal et l'Espagne ont réussi donc à surfer sur l'inflation pour se désendetter, sauf nous. On est vraiment les champions du monde. Ouais, et tout ça sans augmenter en plus les salaires considérablement, parce que ça a augmenté de, je sais pas, même pas 4-5%, et encore vraiment pas pour tout le monde. Et pas pour tout le monde. Et donc, mais on est en train de lever le tabou de l'impôt, c'est dur à dire vite. Et alors, pour conclure, c'est que depuis 2011, hein, la France était triple A dans les agences de notation en 2011, et que on dégringole palier par palier depuis. Nous sommes plus triple A depuis 2011. Voilà. Alors on doit être A++ ou un truc comme ça, mais le fait est qu'on dégringole palier par palier. Je crois. On la connaît tous, hein, l'issue, on la connaît. Je veux pas faire du catastrophisme ou quoi que ce soit. Moi, je verse pas là-dedans. On sait que ça va finir avec une mise sous tutelle un jour ou l'autre, et ce jour est plus proche que vous ne le pensez. Ouais, la question que je me pose, c'est est-ce que le FMI a les moyens, tant financiers qu'humains, que de s'occuper d'un pays comme la France? Il y a du pognon en France, hein, t'as rappelé, il y a une épargne qui est hallucinante. C'est les boomers, allez prendre l'épargne des boomers. Donc les gens, je veux dire, quand il y aura des saisies sur compte, il y aura des capitaux bloqués, des fonds bloqués, c'est ce qui va se passer, c'est tout. Ça va être, ils l'ont fait ailleurs, ils vont le faire ici, il n'y a pas de raison. C'est même encore mieux ici. Le truc, c'est que le faire passer d'une façon qu'il n'y ait pas de révolte. Mais enfin, j'ai envie de te dire, vu ce qui s'est passé avec le Covid, vu ce qui se passe régulièrement, moi je m'inquiète pas trop pour que ça se passe pas, que ça se passe plutôt 100 heures, enfin 100 heures. Que ça se passe en tout cas. Et ça, j'en suis convaincu, ça se passera. La question, c'est quand. Voilà. Je te propose d'enchaîner sur des chroniques un peu plus conséquentes, car nous sommes... on s'est perdu dans des histoires d'économique. Quelle tristesse. Il fait beau. Je te propose de relancer le débat avec un débat, justement, qui aura lieu juste après ce merveilleux jingle que je passe tout de suite. Et je rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à jamaipodcast@gmail.com pour si vous trouvez les extraits en question. Ou en commentaire de tous nos réseaux. Voilà. Et comme ça, vous gagnerez une merveilleuse bière en terrasse avec vos animateurs favoris. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À partir de 16h, 16 départements vont passer en vigilance rouge. Les départements du centre, l'Île-de-France, les 6 départements de l'Île-de-France, et ça ira jusqu'à l'Aube. Que c'est beau, Louis-Marie, notre beau pays de France, qui chaque semestre s'émerveille comme un enfant à la fête foraine. Il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Comme chaque été, donc depuis le début du siècle, autour de juin à août, c'est la fin du monde avec son cortège de contorsions politiques pour nous jurer que cette fois nous allons nous en sortir tous ensemble. Alors oui, Louis-Marie,
Marie, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Oui, il fait chaud. Et j'ai moi-même bien regretté cette semaine d'avoir à travailler sur un nouveau déménagement. Mais oui, pourquoi j'ai pris cette pire semaine de l'année pour transbahuter 90 mètres cubes de merde? Mais il fait chaud, 38 à 41 degrés un peu partout en France. En langage d'ancien, on appelle ça un début d'été chaud. En français moderne, on appelle ça la fin du monde. Donc face à l'apocalypse, l'État fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire un numéro vert. Comme ça, vous pourrez savoir comment vous avez chaud et comment vous passez du frais. Je ne déconne pas, c'est à peu près ça. Vous pouvez ainsi appeler gratuitement, gratuitement ça veut dire que c'est Nicolas qui paye, hein, pour qu'un stagiaire en télémarketing dans un bureau climatisé puisse entendre votre plainte. Alors je ne l'ai pas fait, mais il paraît que c'est joliment absurde. Sachez-le, connard de français, vous n'avez pas chaud, hein. La chaleur c'est comme l'insécurité, c'est juste une question de ressenti. Il n'y a pas de chaleur. En ligne, ça chauffe aussi pour la créa gouvernementale, hein. Le service com du gouvernement, hein, le SIG, nous pond des slides pour nous conseiller d'éviter la climatisation en cas de forte chaleur. Véridique. Avouons que ça tombe bien parce qu'on est en France et les climatisations l'été en France, hein, c'est un peu comme les chauffages l'hiver en France, ça tombe direct en panne dès qu'on en a besoin. Alors pour revenir à notre état, même si vous vous étonnez d'un tel foutage de gueule, sachez que nous en sommes qu'au stade 1 du plan docilité des masses par forte chaleur. L'étape 2, ce sera quand il y aura fusion entre le plan chaleur du gouvernement et le plan santé du gouvernement. Là, les slides du SIG, service info du gouvernement, je le rappelle, auront une autre gueule. Je vous les fais écouter. Vous voulez éviter les fortes chaleurs et l'usage de climatisation et sauver la planète ? Pensez euthanasie. Avec l'euthanasie, vous ferez des économies sur vos vacances d'été. Appelez maintenant notre numéro vert. Moins 20% avant le 14 juillet. La canicule, elle ne passera pas par mois. On n'avait pas parlé de soleil vert. Il y a dans une émission, il y a 2-3 émissions, c'est soleil vert. Ça, c'est, Loin de moi d'accabler seulement ces clowns du gouvernement, hein. L'opposition n'est pas en reste. Évidemment, les verts font sonner le gong de l'apocalypse, comme à chaque averse. La chaleur, c'est la faute du capitalisme patriarcal. Hétéro-cis-normé, c'est Peggy Sastre qui tweet ça. Je pensais pas un jour vivre assez longtemps pour découvrir que la climatisation est de droite. Figure-toi que nous avons même vu LFI, la France insoumise, donc enfin la France islamiste, délaisser provisoirement ses tweets sur la Palestine pour enquiller avec une dénonciation de la chaleur qui n'allait rien que de la faute de Macron. Notamment via les tweets de la députée Clémence Guettet. Elle était au taquet cette semaine, j'ai vu qu'elle sur les réseaux. Alors, il parle jamais de ça, et d'un seul coup, oh là là, il fait chaud, c'est une catastrophe. À croire qu'ils ont des trucs à faire oublier cette semaine à LFI. Boualem Sansal, par exemple, ou leurs journalistes du média qui viennent se prendre 7 ans de prison ferme chez leurs copains d'Algérie. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont ça à faire oublier. Les médias, eux, n'ont pas beaucoup à réfléchir, ni trop à dépenser pour faire frémir. C'est sûr que, oulala, il fait chaud, ça coûte pas trop cher au budget enquête des chaînes de télé. Il y a juste à colorier des cartes de France avec des couleurs écarlates, fluo, tout le spectre de la couleur la plus criarde étant franchi d'été en été, avec sensiblement pourtant les mêmes températures. La tagline, c'est « Il fait chaud, vous allez tous mourir, restez chez vous à regarder nos publicités, nos programmes ». Revenons aux politiques. Pourquoi tant d'empressement côté politique à dire que l'on agit au lieu d'agir ? Parce que, dans l'affaire des grosses chaleurs, il y a eu le précédent, Mattei, Jean-François Mattei. Alors Mattei, donc en 2003, les plus vieux comme nous se souviennent de ce ministre de la Santé qui a été là pour le coup, qui n'a pas fait grand-chose, c'est sûr, et qui s'est retrouvé devant les caméras de la télé, devant sa villa, et en bras de chemise et en polo. Et... Je ne peux pas honnêtement vous répondre. J'entends des estimations, 50 par-ci, 300 par-là. Ce que je peux dire, c'est que nous avons été informés des faits par les services sanitaires, par les hôpitaux, par les services d'urgence, entre le 5 et le 6. Il était complètement dépassé, il était fort bien reposé, mais complètement dépassé par le problème qui est que les vieux meurent. Et hop, plus rapide que François Bayrou qui rentre à Pau en avion, le Premier ministre d'alors, Jean-Pierre Raffarin, décide d'une nouvelle punition collective et raye du calendrier des jours fériés le lundi de Pentecôte. On en avait parlé dans cette émission. Inventer une taxe est une spécialité nationale. Ce n'est pas pour rien que l'idée de nous piquer un deuxième jour est réapparue récemment quand un rapport sénatorial préconisait de remettre le couvert. Belote et rebelote, on va bien tous vous niquer. BFM nous apprend que cette première apparition du concept, le jour férié non chômé, c'est-à-dire celui où tu bosses et t'es pas payé, donc ce jour d'esclavage, rapporte environ 3 milliards d'euros par an à l'État, soit plus de 60 milliards en tout depuis son invention. Question de Nicolas qui paie, où est passé le pognon ? Show me the money. Alors Macron, quand il était en campagne présidentielle en 2017, dans une émission de chez Bourdin... Il était là, pavoisait sur les plateaux de télé en bombant le torse et en agitant ses biceps retouchés sous Photoshop et claironnant qu'il ferait 60 milliards d'économies par an.
Ouais, tu as bien entendu, mon cher Seb, par an, c'est-à-dire 480 milliards depuis sa première élection. Et 480 milliards, c'est quoi ? C'est juste la moitié des 1000 milliards qu'il a ajouté en plus à notre dette. Je me demande s'il se fout pas justement de notre gueule. Question de Nicolas Aquipet, où est passé le pognon ? Pas dans le système éducatif, pas dans le système santé, pas dans les services régaliens. Oui, dans les retraites géantes des boomers, pas mal. Dans l'achat de grenades offensives et de LBD, dans le trône impérial de l'archer, puisqu'en France, réduire les dépenses, ça veut dire augmenter les impôts. Et en la matière, c'est jamais trop pas assez. Voilà, donc le 1er juillet, il y a quand même eu, je crois, 1000 établissements scolaires qui ont été fermés. 1600 sur les 45 000. C'est juste hallucinant. Enfin, le problème dans les établissements scolaires, il est, et j'en entends parler depuis au moins 30 ans, c'est les stores, les volets et autres. Hein, il n'y en a pas. Avoir tout ce discours sur tous les bâtiments publics, en fait, où j'ai appris en fait, que toutes les normes que toi, ils t'imposent pour tes bilans énergétiques, tes machins, tes trucs pour la location, la transmission, les trucs, les bilans. Quand tu veux vendre une baraque ou même la louer, maintenant, c'est un truc. C'est pas pour eux. Ça te coûte de mise en conformité un gros billet. Et ben c'est pas pour eux. Eux, ils en sont exemptés. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils n'ont rien à rendre à personne. Voilà. Bon, c'est que l'État est son propre assureur, hein, par exemple. Hein, c'est le type de. D'autant que même dans cette manière de voir le monde à travers des grilles de lecture chiffrées, le DPE est quelque chose qui passe complètement à côté de l'inertie thermique, notamment des vieux bâtiments à Paris. Hein, quand tu as des murs porteurs de 45 cm et de la pierre, ce sont des bâtiments avec une inertie thermique extrêmement importante. Et ça change tout. Quand voilà. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que il fait chaud. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. En conclusion, je voulais dire, voilà, nous avons deux camps. Il y a la fachosphère et il y a la féchosphère. Bon, je pense qu'ils sont imaginés que cracher à la gueule des Français, c'était déjà une façon de les rafraîchir. Et voilà. Je pense qu'on Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays ? Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi ? Dis tout de suite qu'on est deux pauvres cons. Si on parlait de Sandrine Rousseau et de son difficile sevrage post-Twitter, elle vit pas sa meilleure vie là, en ce moment. Depuis qu'elle est plus sur Twitter, elle s'est connement engagée à ne plus s'exprimer sur le réseau du fasciste Elon Musk, bien sûr. Elle déprime sévère et ça se voit un peu physiquement d'ailleurs. Donc bref, elle était à l'Assemblée, puisque c'est un peu son mandat. Eh bien, elle nous a fait une petite Kassovitz à l'Assemblée et je te fais écouter cela tout de suite. Alors je vais vous le dire, la France n'est pas une île et en fait les Français dessous, eh bien cela n'existe pas. Et en fait, nous sommes français parce que nous avons été traversés de 1001 flux migratoires. Et heureusement qu'il y a eu des amours non autorisés. Heureusement qu'il y a eu des mariages avec des personnes étrangères. Heureusement que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont aimés au-delà des frontières. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse du peuple français. Calme-toi, Sandrine, tu te fais du mal. Alors, on va te rappeler, Sandrine, tu es turbo-blanche. Tu t'appelles Sandrine Rousseau. On était à deux doigts de Charlotte de Montesquieu ou du Anne-Sophie Descartes. T'es moins mélangé depuis 65 générations que moi et Louis-Marie dans un club échangiste un soir de semaine. Sinon, j'attends toujours la vidéo de Sandrine Rousseau en immersion dans une cité de Trappes pour expliquer à l'autochtone les méfaits sur les animaux des abattoirs halal. En attendant ce délicieux moment, Sandrine n'a pas l'air outrée et au même moment par cette expression de virilité du patriarcat débridé de la part de son collègue du Front républicain, à savoir le député Antifa Raphaël Arnaud, opérant un super manspreading avec grattage de couilles dans son costume la foire fouille en pleine assemblée. Je vous invite à aller regarder la photo dans nos commentaires. Il n'est pas tellement déconstruit, Raphaël. Ouais, j'ai une petite brève. Alors, 1er juillet 1975, sais-tu ce qui s'est passé dans notre wonderful country ? Tu devais avoir 1 an et demi ? J'imagine qu'il y a une loi qui est passée, parce que le 1er juillet, c'est un décret ou une loi ou... Et non, c'est l'invention de la carte orange. C'est l'apparition. C'est ça. Alors c'est une loi, donc la carte orange, c'était en fait un document avec notre photo et notre nom que nous avions auprès, que nous demandions auprès de tous les dans les stations, et puis on devait acheter un coupon mensuel et sur lequel on reportait le numéro qui était sur la carte. Voilà, c'était la carte orange. Nostalgie, c'était la séquence nostalgie. Mais c'était une époque où on avait des coupons papier effectivement, et c'est
qui était bien avec les tickets papier, c'est que tu avais un ticket papier, tu le mettais dans ta poche, tu le gardais avec des pièces de monnaie pendant 6 mois, tu le mettais à la machine à laver, et ton ticket papier, hein, tu vois le niveau de la technologie quand même, hein, et ben 6 mois après, voire 6 ans après, il marchait toujours. Alors, fais la même chose avec ton passe Navigo. Donc voilà, bon, c'est pour dire que la France a avancé. Je promets, c'est la dernière fois de l'émission que j'en parle. Je vais revenir à LFI et son hommage au racaille, hein, parce qu'on ne pouvait pas ne pas le signaler. J'ai vu que donc la semaine passée, donc vous savez que c'est les 2 ans, 2 années des émeutes, des dernières grosses émeutes que nous avons eues dans ce pays, enfin émeutes populaires entre guillemets. Suite au décès de jeune Naël. Bon, alors on rappelle l'affaire, hein. Naël, c'est un gamin qui roule sans permis à 110 km/h à travers une ville en pleine journée, qui fait un triple refus d'obtempérer et qui finit par se faire descendre par un policier qui a probablement sauvé des vies, ce faisant. S'en est suivi à l'époque des nuits d'émeute, avec un coût pour la collectivité de 1 milliard d'euros. Donc la France Insoumise, toujours partant sur la récup puante, fait son petit happening à Nanterre. Et figure-toi que le maire de Nanterre et les députés LFI du coin ont profité de l'occasion pour déclarer dans un bel effort de putasserie démagogue qu'ils allaient poser une plaque en hommage à Naël prochainement. Une fois encore, on marche sur la tête, tant qu'on y est pour rester dans le ton, ils auraient dû lui donner le permis de conduire à titre posthume, ou puis organiser un rodéo sauvage sur la place de l'hôtel de ville avec des cadeaux à gagner, je sais pas, un baril de shit pour celui qui écrasera le plus d'innocents et renversera le plus de policiers. On va quand même relativiser la portée de tout cela, hein. Ce petit happening, dans les faits, il y avait 80 personnes maximum, donc les 2/3 de personnalités politiques. Les gens du quartier, fort heureusement, ne tombent pas dans le panneau non plus, et ils savent très bien qu'avec des Naël en liberté au volant, ce sont eux et leurs enfants qui sont en danger. Alors moi, je veux juste te dire à toi et puis à tout le monde que barrette de shit, hein, c'est une contrepétrie. J'allais dire baril de shit. C'est la meilleure barrette de shit, c'était quoi ? Une barrette de shit, c'est une contrepétrie. Tu veux pas tu cherches. Ok, bon. Envoyez votre réponse dans les commentaires. Voilà, mettez votre réponse dans les... Non. Alors, on en a parlé dans les brèves, la grande nouvelle, hein, François Ruffin, debout, c'est parti. Ah, oui, donc il a lancé son parti qui s'appelle Debout. Et alors il a eu encore... il n'a pas de conseiller en com, ou alors il est très mauvais parce qu'il n'a rien eu de mieux comme idée que de qualifier son parti de parti qui sent sous les bras. Alors il faut replacer, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Ruffin était journaliste au départ, il était journaliste chez Mermet. Et très bon journaliste, très bonne émission. Il faisait très bonne émission, il fait toujours un journal qui s'appelait Fakir, auquel j'étais abonné, j'ai très longtemps été abonné à Fakir. Je lisais les bouquins de Ruffin, moi j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Ruffin parce qu'il avait un positionnement, en tout cas on va dire... qui sortait un peu de l'ordinaire, enfin de ce qu'on entendait à gauche, en tout cas à l'époque. En tout cas, il s'occupe en tant que député, il s'occupe vraiment des gens de sa circonscription, voilà, pas de ceux de la Palestine. En plus, voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il s'occupe de il est sur le terrain. Il a un mandat et voilà, il s'occupe de ça. Bon, maintenant, je pense qu'il a un peu trop fréquenté la gauche France Inter et qu'il est un peu trop obnubilé par ça et par une vision en fait d'une imagerie de la gauche qui est intéressante, mais qui quelque part n'évolue pas vraiment. C'est-à-dire que, et justement, la dénomination de la France qui pue sous les bras, c'est un peu, je pense pas que les gens ils soient fiers de. Moi, concrètement, ça me rappelle à cette comédienne là qui vient du Nord, qui s'est mis à poil et qui dit oui, je viens du peuple. Voilà, exactement. C'est ça. Donc je suis vulgaire. C'est un côté. Moi, ça me fait penser aussi à François Hollande. Hein, il est sans dents là. Oui, ça me fait exactement penser à ça. Mais lui, il vient pas du peuple pour le coup. Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'il a jamais rien eu à faire à LFI. Il avait rien à faire là. Il avait besoin d'une machine pour assurer effectivement les campagnes pour les élections, il n'avait rien à faire là. Mais c'est vrai que cette dénomination du parti qui sont sous les bras, voilà, c'est la classe de Maziero sur... ça sent un peu la grosse erreur de com. C'est... Voilà, bon, écoute, on lui souhaite bonne chance néanmoins, on sait jamais. Voilà, des fois que... Je ne sais pas si Clémentine Autain a rejoint son parti, là, tous les purgés de LFI, qu'est-ce qu'ils font, Il y a des branches dissidentes et il y a plusieurs strates de rejetés, en fait, maintenant. C'est ça le Parti Socialiste, hein, il y a plus de courants que d'adhérents. La chronique, après avoir parlé de la gauche, nous allons parler de la droite. Voilà, moi je vais te balancer un petit, parce que moi je suis Monsieur Jingle, et donc j'envoie un jingle. Un jungle. Elle passe dans les pompes à essence, la paye. On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Avec mes certificats de résistance, ma rosette et mes relations, j'aurai 3 ans avec sursis. Je me suis renseigné.
Alors, Louis-Marie, tu vas nous parler de la droite. Je vais vous parler de Bruno Retailleau, parce que Bruno est un rigolo. Nous sommes habitués au gouvernement, tous les Bruno ont été des rigolos. Mais celui-là, il est jugez-en. Comme il est ministre de l'Intérieur et qu'il a la cote, il se présente régulièrement devant les caméras de toutes les chaînes de France qui répondent présent. Les caméras, les chaînes présentes, j'aurais dû dire. Ouais. Coco, c'est pour toi, il y a Bruno qui tient une conférence de presse. Et donc, le premier flic de France vient de s'opposer à un changement de mode de scrutin pour les législatives de majoritaire à proportionnel. Ce vieux serpent de mer des élections. Les conseillers de Bruno ont potassé, ils ont choisi l'argument Godwin comme le point. Voici ce que ça donne. Donc, je cite Bruno. Le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, qui a été tué par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, disait de la proportionnelle que c'était le seul moyen pour un battu d'être élu. Donc, c'est hors de question. Et voilà, l'argument, c'est il a été tué par les nazis, donc il a raison. Alors c'est Marine Le Pen qui va être contente, en plus d'être inéligible. Bayrou le lui avait promis il y a 6 mois, parce que oui, Bayrou est Premier ministre depuis 6 mois. Et la seule question qui se pose à lui dorénavant est, doit-il boucler ses valises ou son budget ? Mais Martine n'est pas le plan de bœuf le plus vert de la plantation, et personne n'ose lui dire qu'à force de se faire enfiler par tout le système, quelqu'un a dû écrire son 06 dans les chiottes pour hommes de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de proportionnel. Il n'y aura pas de proportionnel. Le RN ne sera pas majoritaire et Marine Le Pen ne sera jamais élue. Mark my word. Elle va tranquillement prendre la porte et s'occuper de ses chats. Quant à Jordan, le Ken qui se rêve en Big Jim, il va pouvoir s'acheter un nouveau rameur. Mais revenons à notre bon Bruno et signalons ce fait étrange et peu connu de la loi française. Retailleau était sénateur avant sa nomination à l'Intérieur. Et de quel terroir était-il le représentant ? De Vendée. Or, les modes de scrutin des sénatoriales ne sont pas les mêmes selon la région. Il s'agit d'un scrutin majoritaire à 2 tours, sauf dans certaines circonscriptions où l'élection se fait à la proportionnelle. Et devine quoi, mon cher Seb, c'est le cas de la Vendée. Oh, oui, tu m'as compris, Bruno est contre le mode d'élection qui lui a permis d'être élu. C'est cocasse, non ? A-t-il pensé de le préciser ? Non. A-t-il donné sa démission ? Non plus. Tout comme Bayrou qui nous annonce ventre en avant que nous allons devoir nous serrer la ceinture, tout comme Larcher qui au sortir de sa sieste prône un allongement de la durée du temps de travail hebdomadaire, Retailleau comme l'ensemble de la classe jacassante qui dirige la France, Potemkin, trouve normal d'avoir tous les droits et de nous laisser tous les devoirs. Et en la matière, c'est jamais trop pas assez. Alors, merci. Et j'aimerais remercier Cédric Labrousse qui, sur X, m'a signalé cette incongruité juridique et que j'ai pris le temps de vérifier. Et puisqu'on est dans la rubrique Tartuffe de droite, moi je vais enchaîner tout de suite avec... je vais revenir parce que j'en ai déjà parlé dans cette émission, je vais revenir à notre Dominique de Villepin qui ne fait pas dans la dentelle. Donc Dominique de Villepin s'exprimait sur le port du voile chez les fillettes, c'était sur BFM il y a quelques jours devant le dernier rejeton du Hamel. Je vous laisse écouter. Ce n'est pas à moi d'apprécier si le voile... Sur des fillettes ? Monsieur Duhamel. Ce n'est pas à moi d'apprécier, je ne suis pas couturier, je ne vais pas aller mesurer la taille du voile. C'est pas une question de couture, là. C'est une question, pardonnez-moi, mais vous rentrez... d'égalité femmes-hommes et de savoir ce que l'on est susceptible d'imposer à des fillettes. Nous rentrons... Alors, oui, donc tu as bien entendu, il n'est pas couturier, donc c'est génial, c'est ce concept... Je vois des extensions possibles de son raisonnement qui m'apparaissent... C'est déclinable à l'infini. Les meurtres couteaux, moi je ne suis pas coutelier. La terre est plate, moi vous savez, je ne suis pas géographe. L'excision, mais moi je ne suis pas chirurgien. Les viols, je ne suis pas sexologue. Donc en gros, c'est quelque part le même argument que pour les autoroutes tout à l'heure. C'est pas l'affaire de l'État. Écoute, parce que c'est pas lui qui conduit ses voitures, c'est ça. Écoute, moi j'ai envie de te dire, Dominique, moi les impôts, c'est pas l'affaire de l'État. Je vais pas les payer. Plus sérieusement, De Villepin est dans l'ombre de Mélenchon. Il a bien compris le truc. Il essaye de capter son électorat dont on a parlé, qui est en train de se disloquer là actuellement par trop d'incompatibilité. Je veux dire, entre la gauche bobo urbaine, ultra boomer, les islamistes, les LGBT, la scission Ruffin, les mecs qui puent sous les bras et les profs. À un moment, ça va être compliqué à tenir ce bazar. Donc, il essaye de séduire une partie de l'électorat mélenchoniste sans trop effrayer celui de Macron, car
on rappelle que comme De Villepin est de droite, de centre-droite, certes, mais de droite. Donc d'extrême droite. Le centre-droit, c'est l'extrême droite. Oui, donc un fasciste, quoi. Je doute que ça marche, parce que la ficelle est grosse, mais il faut se méfier de Villepin. Il est de la trempe des bons enfoirés, et à l'image d'un Macron qui était la réponse évidente à la médiocrité idéologique d'une France paumée et apeurée en 2017, et médiatiquement conditionnée à refuser de sortir du moule européano-centriste, Dominique de Villepin en 2027 peut être l'homme de la situation. Moi, je me souviens de Dominique, c'était son contrat emploi jeune. Tu te souviens, il avait quand même réussi à mettre... à l'étranger à l'époque, mais je me souviens. Il avait réussi à mettre pas mal d'étudiants et de jeunes dans la rue, parce que sa proposition, c'était les 2 premières années dans la vie active, vous allez les faire à 80% de salaire, pas à 100. C'était bien tenté. Bien tenté. Non, mais moi, je pense que ça... Honnêtement, je pense que ça marcherait aujourd'hui, ça passerait. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, je reviens je vais l'appeler DDV, parce que c'est plus simple. Puis ça m'embête de confondre Dominique... D'Ardeville je ne veux pas confondre Dominique de Villepin et Guitry de Villepin, qui sont de la même famille, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc DDV, D'Ardeville. Voilà, D'Ardeville. Donc assez malin pour ne pas trop en faire et manœuvrer à la godille jusqu'au sommet. Notre système républicain et médiatique aime ce genre de médiocres qui paraissent savants. Il n'y a qu'à voir nos 3 derniers présidents. On utilisera à son endroit le mot charisme, sagesse, magnitude. Vous verrez, on parle déjà de son retour inattendu dans les enquêtes d'opinion. Et je vais vous dire un truc, les enquêtes d'opinion n'informent que sur une chose, les intentions de celui qui publie l'enquête d'opinion. Et c'est systématique, ce que je vous dis, il n'y a pas d'exception. Les vraies enquêtes d'opinion, sérieuses, architecturées, construites, quels que soient leurs résultats, vous ne les verrez pas, elles ne sont pas pour vous, elles sont trop dangereuses. Et Dominique de Villepin est dans l'inconscient collectif français un grand homme. Déjà, il est grand, et puis il est grand aussi symboliquement, pour un seul fait, en fait, qui n'est même pas un fait, qui sont, une fois de plus, on parle du pouvoir des mots, ce sont des mots. Donc je reviens en arrière, ça se passe donc en 2003 à New York, aux Nations Unies, où il a prononcé un discours pour s'opposer à la guerre en Irak, un discours qui était très vraisemblablement pas écrit par lui. Je vous invite à ce sujet à aller voir le film Quai d'Orsay du regretté cinéaste Bertrand Tavernier, qui parle en sous-entendu... Qui est une bande dessinée à l'origine. Bande dessinée au départ, et qui parle en sous-entendu de cette affaire-là. C'est sur lui, c'est lui le personnage. Vous voulez ma mort ou quoi? Il ne marche pas, ce stabilo. Martine, vous allez m'expliquer quelque chose. Pourquoi vous m'achetez des stabilos qui ne marchent pas? Regardez, ils puchent. Il y a une crise au Louzémistan qui risque de tourner à la guerre mondiale. Comment voulez-vous que j'affronte le département d'État américain avec un stabilo pourri? Mais monsieur, vous m'aviez dit que vous vouliez réécrire vous-même le discours. Alors je vous ai acheté un stylo, tout neuf. Un roller Tandol, point de fil numéro 3. Mais justement, Martine, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que c'est que l'écriture. L'écriture, c'est du montage. C'est comme une abeille qui butine plusieurs fleurs. Et ça, on ne l'obtient qu'avec un stabilo. Voilà, c'est un peu comme nous quand on écrit nos chroniques à jamais trop passer. On butine. Signalons que Dominique de Villepin n'a jamais été élu à rien du tout. Ah ça en fait un candidat donc très très sérieux à la présidence de la République. Il n'a jamais gagné une seule élection, comme Macron d'ailleurs avant lui. Et si Macron était le Mozart de la finance, je dirais que Dominique de Villepin risque bien d'être le Mozart-fucker de la finance. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout. Au contraire, ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. Ils ont failli connaître le succès et ils ont raté la marche. Ils ont côtoyé le ciel, la gloire et ils ont chuté. Dans cette rubrique, je veux rendre hommage aux losers du rock, aux face B de l'industrie du disque, à ceux et celles qui ont loupé le train et que l'histoire a laissé sur le bas-côté de la route 666. Aujourd'hui, je vais te parler, mon cher Seb, et je vais vous parler, très cher vous, de Dave Evans, la quintessence de la loose, le maître étalon du loser. Mon cher Seb, même toi, tu connais ce groupe, car oui, il existe des artistes talentueux en dehors de Prince. Donc les musiciens dont je parle sont des Australiens d'origine écossaise et les 2 guitaristes sont frères. Vois-tu de qui je parle? C'est AC/DC. Voilà, mais non pas les Jackson 5 ou les frères Bogdanov.
Et oui, AC/DC, groupe de hard rock qui depuis 50 ans joue les 4 mêmes accords, mais tellement bien. Tout fan qui se respecte sait qu'il y a eu 2 chanteurs. Le premier, Bon Scott, est mort dans une Renault 5 après une jam avec le groupe français Trust. Je pose ça là. Et son remplaçant, Brian Johnson, qui vient de jeter le gant pour les tournées à cause de problèmes auditifs et qui a été remplacé par Axl Rose de Feu Guns N' Roses, un cauchemar pour l'aficionado que je suis d'ACDC. Sauf que tout ça, mon cher Seb, c'est faux. Bon Scott n'a pas été le premier, mais le deuxième chanteur. Car avant lui, il y a eu Dave Evans. Nous sommes en 1973, de l'autre côté de la Terre aussi, quand les 2 frangins, Angus et Malcolm, décident de monter un groupe et recrutent Dave Evans au chant pour donner le premier concert d'ACDC la même année à Sydney. L'année suivante, ils sortent leur premier 45 tours, Can I Sit Next to You Girl, et tournent un clip. Ça sera la seule prestation filmée de Dave Evans qui sera virée dans la foulée. Les raisons de son éviction sont troubles. On parle d'une engueulade avec Malcolm, le véritable leader du groupe, d'une incompatibilité musicale, d'une divergence avec le manager. Bref, il dégage. Et que devient-il ? Rien ou presque. Il va de groupe en groupe, enregistre des albums que personne n'achète et se donne en concert au comice agricole de Launceston en Tasmanie et à la fête du jambon de Kangourou. Son plus grand fait d'armes est d'avoir enregistré un album avec un tribute band d'ACDC. Quand récemment, je le signalais plus haut, le groupe cherchait un remplaçant à Brian Johnson, dont les esgourdes avaient rendu l'âme, il s'est proposé, tel Manuel Valls plantant sa tente devant l'Élysée après l'annonce d'un remaniement par Macron. Sur son compte Instagram, il se présente comme le premier chanteur d'ACDC, ce qu'il est, mais le logo du groupe est plus grand que son nom. Pour 1 millimètre de plus, on parlerait de publicité mensongère, et les factures ne se payent pas toutes seules. Quand dans la vie, quand on rate une marche, on ne regrette pas d'avoir pris l'escalier, celui qui devait mener au succès. Quant à ACDC, il poursuit et termine une carrière exemplaire. Je vous recommande ces 2 disques, Highway to Hell, dernier album de Bon Scott, encore que à l'heure actuelle je devrais le dire Highway to Yell pour les intersectionnels, et Back in Black, le suivant avec Brian Johnson. Voilà, donc dans la vie, il vaut mieux avoir des échecs et aucun regret que beaucoup de regrets et beaucoup d'échecs. C'était donc Dave Evans, le premier chanteur d'ACDC, et voilà, Can I Sit Next to You Girl, que l'on mettra, la vidéo est disponible sur le... Alors là, c'est donc Dave Evans au festival Horizon de Muret dans les Pyrénées. Et qui reprend du ACDC. Ouais, et ça, c'était il y a 3 mois. Voilà, c'était il y a 3 mois. Donc 50 ans après son éviction, parce que 52 ans, ça fait 52 ans qu'il a été viré d'ACDC et il joue encore du ACDC. Écoute, c'est ce qu'on appelle le back catalogue. C'est la Miss Oklahoma de 45 ans qui vit dans un trailer sur la Highway 66. Voilà, c'était ma chronique culture pour les losers du rock'n'roll. Ça, c'est un jungle. Ah, tu te souviens de c'est ainsi que nous débutions notre première émission il y a... Oui, je m'en souviens bien. Et il s'avère que... Il s'avère qu'on ne pouvait pas terminer cette émission, ce 6e numéro de Jamais trop pas assez. Je remets bien mon casque parce que je ne m'entendais plus. Sans rendre hommage à celui avec qui on l'avait commencé, à savoir le compositeur Lalo Schifrin, qui a composé le morceau que je viens de passer, qui est le générique du film Bullitt avec Steve McQueen, et qui nous a servi temporairement de générique, d'intro. Lalo Schifrin, c'est près de 70 ans de musique de film, d'orchestration entre free jazz et bossa nova. Ce sont des compositions de fou, une façon de jouer du piano qui rend humble, une façon de frapper les touches sans donner l'impression de les toucher. Il est surtout mondialement connu pour avoir créé plusieurs thèmes musicaux qui sont restés des classiques. Donc celui qu'on vient d'écouter de Bullitt, c'est lui qui a composé le thème de la série Mission Impossible. Qui est un 5 temps. Qui est toujours utilisé dans les films aujourd'hui de Tom Cruise. C'est-à-dire que c'est toujours le même et qui est à 5 temps. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir réussi à balancer un 5 qui groove comme ça. Voilà, c'est ce qui en fait pour moi un grand de la musique de film. Même si c'était pas spécialement au départ sa vocation, il est un peu arrivé là-dedans par accident, parce que lui, il était plutôt plutôt un jazzeux, quoi. C'était un jazzeux, il était orchestrateur, il a beaucoup collaboré avec Dizzy Gillespie. Ouais. Et il est venu assez tard, en fait, à la musique de film, via la série, via le producteur, justement, de Mission Impossible, dans les années 60. Moi, il y a une série, tu as cité Bullitt et Mission Impossible, mais il y a une 3e série qui a fait la joie de mes week-ends et de ma jeunesse, c'était Starsky et Hutch. La version américaine, non pas celle qui a été diffusée en France.
et qui a un thème ce thème musical qui a été repris là récemment. Je ne sais plus par quel jazzman. J'ai redécouvert. C'est comme ça que j'ai redécouvert ce morceau. Enfin, je l'ai plutôt découvert d'ailleurs. Moi, ce que la musique de film, la position de Lalo Schifrin, c'est quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es musicien, que tu enregistres un disque, les gens a priori écoutent ton disque et ils écoutent que ça. Après, à partir de Michael Jackson, on a eu l'arrivée du clip en tant que tel, et donc, mais ça restait, l'image restait au service de la musique. Dans la musique de film, c'est l'inverse, c'est la musique qui est au service de l'image. Et quelqu'un comme Lalo Schifrin, qui a ouvert la porte à un John Williams, aussi, comme ça, il y a 2-3 compositeurs de musique de film alors Ennio Morricone aussi, qui ont réussi à se débarrasser de l'image au service de laquelle ils étaient. Ah, puis ils sont assez autonomes, tu peux écouter les albums, spécialement Schifrin, parce que les autres noms que tu as cités, c'est du symphonique, ça peut être de l'expérimental et tout. Schifrin, c'est vraiment des albums. Moi, pour la plupart je vais reprendre par exemple parce que j'avais conseillé plusieurs albums, dont sa première BO connue, c'est celle du film Les Félins avec Alain Delon. Qui s'appelle Joy House en anglais. En fait, et cette musique, moi, c'est un disque que j'écoute depuis des années, en fait, et je n'avais jamais vu le film. Et j'ai enfin vu le film à la mort de Delon, en fait. Ils l'ont passé sur Arte. Et effectivement, c'est génial et tout, mais en fait, c'est un album que je connais comme album de musique, tout simplement, et qui est vraiment exceptionnel. Donc, justement, je vous invite à écouter ces BO. Donc, mais il y en a vraiment beaucoup. Il composait encore, il est mort à 93 ans, mais il composait encore il y a une quinzaine d'années. Il avait fait la BO de Rush Hour 3. En fait, je crois que c'était sa dernière BO. Moi, j'ai retenu donc Joy House, Les Félins. Cette BO est exceptionnelle. Il y a Bullitt, évidemment. Alors, là, on a passé un extrait, mais toute la BO, vraiment le disque complet est très intéressant. Et il y a aussi les BO qu'il a fait pour Don Siegel et pour Clint Eastwood, donc l'inspecteur Harry et Magnum Force. Je vous invite à écouter le podcast Total Tracks, si vous êtes passionné de musique de film, et je crois que c'est le meilleur podcast mondial sur le sujet. En fait, c'est français. Je trouve qu'il venait de faire une émission sur la série Mission Impossible, enfin la série de films, y compris la série télé, parce qu'il y a eu deux saisons. Il y a une saison dans les années 60 et une autre dans les années 80. Et à l'occasion, il s'était revenu sur les différentes musiques utilisées dans la série Mission Impossible à l'époque. Et donc je vous invite, c'est parmi les derniers épisodes, ça a été diffusé juste avant sa mort. Voilà, c'était pour rendre hommage à Lalo Schifrin. Qui, visiblement, notre émission lui a pas porté chance, mais bon. Oui, parce qu'il est mort le vendredi, le jour de la diffusion de notre dernier épisode. En plus. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Et d'aller mettre la tête dans le congélo. Ouais, parce que là, il fait un peu chaud, là, tu vois. Il fait chaud. Je vous le décris, très chers auditeurs, mais là, il est presque en slip, l'ami Seb Musset, alors que je suis resté, moi, extrêmement pudique. Ah non, mais bon, moi, dès que je peux mettre en slip, voire moi j'en profite. Non, mais bon, voilà, c'était donc, on boucle ainsi le 6e numéro de Jamais trop pas assez, en espérant... Alors, on vous invite, en espérant déjà que ça vous a plu, on vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner. Facebook, Instagram, c'est Jamais Podcast. Sur YouTube, c'est Jamais trop pas assez. Le mail, c'est jamaipodcast@gmail.com si vous voulez nous écrire et répondre aux commentaires, savoir si vous avez trouvé des extraits de films diffusés. Et nous dire des mots doux. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Louis-Marie et moi sur nos substacks respectifs, donc Seb Musset pour moi, Louis-Marie pour moi. Voilà. Et également sur le site leseffrontés.fr. Et sur X, même chose, Musset, voilà. Louis-Marie. Si vous voulez, donc je vais poster toutes les références et les articles et les extraits dont nous avons parlé lors de cette émission sur notre page Facebook. Attends, je relance en même temps le générique parce que j'ai pas mis une boucle automatique, c'est ma faute. Donc de toutes les références dans les commentaires de notre page Facebook. Alors, on va faire le point parce que là les vacances approchent et ça va être très compliqué. On va essayer, mais on vous garantit pas l'hebdomarité, on dit ça, non, le caractère hebdomadaire de notre podcast. Oui, la régularité de la fréquence, en français correct. Mais voilà, on va essayer de faire une émission par semaine ou tous les 10 jours. Donc la semaine prochaine, on se retrouve à peu près sur la même échéance dans une version un peu différente de celle-ci, on va dire en dématérialisé. Parce que on va faire en duplex. Voilà, on fera un duplex, en duplex de son slip. Et j'aime bien placer le mot slip comme ça. Et donc voilà, on continue cet été à faire des émissions comme on peut, avec les moyens du bord, mais on sera là, fidèle au rendez-vous, et on espère on tient
cas, parce que voilà, je tiens à vous dire, on débute, c'est assez compliqué de se faire connaître, de se faire une place dans cet univers ultra concurrentiel, féroce, ultra concurrentiel qui est le podcast politique et sociétal. Donc on compte sur vous pour partager, pour faire écouter à vos proches, à vos amis, ce qui vous plaît, tout ou partie des émissions. Et on n'a pas peur. Voilà, non, pas du tout. Voilà, nous on est très content d'avoir des premiers retours déjà, ça nous pousse à continuer, et puis on va corriger des choses, et puis on tente de s'améliorer. Et puis, écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances, Louis-Marie, parce qu'on va pas moi aussi, je te souhaite de bonnes vacances, et puis à vous tous et toutes, et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ouais, et puis faites attention à vous, et attention aux fortes chaleurs, pensez à vous hydrater. Vous voulez éviter les fortes chaleurs et l'usage de climatisation et sauver la planète ? Pensez euthanasie. Avec l'euthanasie, vous ferez des économies sur vos vacances d'été. Appelez maintenant notre numéro vert. Moins 20% avant le 14 juillet. La canicule, elle ne passera pas par mois.